Salut les rageuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, on va aborder ce thème qui me faisait envie depuis si longtemps. Je veux parler bien évidemment des critiques de cinéma. Et quoi de mieux pour commencer cette série de vidéos que de vous parler de cinéma asiatique, notamment de cinéma hongkongais. Et c'est pour ça que je vais vous présenter Une flic de choc, Righting Wrongs, un polar qui frappe fort, sorti en 1986 et réalisé par Yuen Kwai, Corey et Yuan Biao. On va y retrouver Yuan Biao qui joue un procureur le jour, un justicier la nuit, et la fameuse Cynthia Rothrock en inspectrice de police très obstinée. Mais avant d'aller plus loin, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien perdre de son contenu, à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à laisser un petit commentaire. On se retrouve après le générique, c'est parti. Une flic de choc, Righting Wrongs, est un long métrage dans lequel on retrouve beaucoup des ingrédients qui ont fait le succès des films d'action des années 80-90. Dans ce film, on va pouvoir y voir notamment des gangsters, des courses-poursuites, des meurtres sanglants, des cascades périlleuses et surtout d'incroyables séquences de combat. Alors, le film va arriver en France avec sa VHS en 1992 grâce à René Château et sa version française qui est... attendez... Non, on y reviendra un petit peu plus tard. En 2010, c'est Metropolitan Film Export qui nous propose sa version DVD contenant deux versions du film. Ouh, alors ça c'est incroyable. Bon, on y reviendra un petit peu plus tard aussi, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'anecdote, sachez que ce DVD est devenu assez rapidement, très difficilement trouvable sur les sites d'achat internet ou en boutique. Il était très vite difficilement trouvable, ce qui fait que jusqu'à il y a encore peu, il était devenu sur les sites d'occasion trouvable à un prix absolument inabordable. Enfin, inabordable. Tout est relatif, mais mettre 80 € dans un DVD, c'était un petit peu la folie. Ouais, oui, 80 € dans un DVD. Heureusement, la patience est toujours l'ennemi des escrocs d'internet, et en juin-juillet 2024, c'est l'éditeur Le Chat qui Fume qui nous annonce la sortie de leur version Blu-ray pour avril 2025, contenant 3 versions du film, rien que ça. Bon, on décortiquera aussi ce Blu-ray un petit peu plus tard, mais avant d'entrer dans les détails techniques, on va d'abord s'attarder un petit peu plus, on va s'arrêter sur le scénario et le pitch du film. Alors, Yuan Biao, alias Jason Chan, est un pratiquant d'arts martiaux, mais surtout un procureur à Hong Kong. Il lutte contre les mafieux, les malfrats et la corruption en général. Mais lorsqu'il se rend compte que son dernier témoin ainsi que toute sa famille a été tués par ces mêmes truands contre lesquels il se bat, et que la justice, le système judiciaire protège ces truands, il décide alors de franchir la ligne et de faire justice lui-même. Bon, ces actions arrivent jusqu'aux oreilles d'une certaine Cindy Jones, alias Cynthia Rothrock, une inspectrice de police très compétente avec un très fort caractère et elle aussi, bien évidemment, experte en arts martiaux. Alors elle va tout mettre en œuvre pour arrêter Jason, et s'ensuit alors une certaine mise en place d'un jeu du chat et de la souris très détonnant. Alors ce pitch peut paraître un petit peu léger, peut paraître peu original aujourd'hui, mais développons un petit peu et remettons-nous un petit peu dans le contexte. Avec l'arrivée de la nouvelle vague de réalisateurs à la fin des années 70, début des années 80, et ainsi que l'engouement du public chinois pour le cinéma occidental, les modes et les envies ont commencé à changer. Le cinéma d'arts martiaux pur et le wuxia pian ont commencé à évoluer vers un style un petit peu plus moderne, et c'est ainsi que le polar kung-fu ou le polar martial a commencé à émerger avec notamment des licences comme Police Story ou Le Sens du Devoir, In the Line of Duty. Et c'est dans cette période que sort Une flic de choc, Righting Wrongs. Pour l'écriture du scénario, Yuen Kwai, Corey et Yuan Biao ont fait appel à Wang Bingbiao, Barry Wong en fait, qui était l'un des scénaristes les plus prolifiques à Hong Kong pendant les années 80. Avant d'entamer ce projet, il avait déjà travaillé sur beaucoup de films, dont par exemple Dragon Lord, First Mission, ou encore sur le scénario de Yes Madame de justement Corey.
Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le scénario, on va s'attarder un peu plus longuement sur la distribution, car c'est important de souligner que le film il présente un casting de premier ordre. On commence avec deux noms cités déjà à plusieurs reprises dans cette vidéo. Il s'agit de Yong-Kwai Kor-Eun et Yoon Biao, donc qui sont deux personnalités du cinéma hongkongais, hein, bien sûr, à cette époque, puisque faisant partie des Seven Little Fortune ou The Lucky Seven. C'est un groupe d'artistes martiaux de la China Drama Academy, dont faisaient notamment partie Jackie Chan, Sammo Hung, et ils ont travaillé un peu tous ensemble sur de nombreux projets. Pour son premier film en tant que producteur, Yoon Biao a choisi de demander de l'aide à son ami Yong-Kwai Kor-Eun pour l'aider à passer derrière la caméra. Il a pu ainsi se concentrer sur son rôle et sur la coordination des combats et des cascades. De son propre aveu, Yoon Biao n'a jamais été à l'aise avec l'acting, hein, préférant mettre en avant ses compétences martiales, la chorégraphie ou les acrobaties. D'ailleurs, bien que sa prestation en tant qu'acteur soit plus que correcte, hein, c'est vraiment avec ses prouesses martiales qu'il nous en met plein la vue. Car en plus de nous offrir des scènes de baston d'anthologie, on le sent vraiment énormément impliqué dans toutes les scènes d'action. Il est vraiment partout. Et en plus de faire la doublure de ses partenaires de tournage, hein, il réalise lui-même l'intégralité de ses cascades. Bon, hormis le dernier saut de l'avion en plein vol dans la scène finale. Mais il faut tout de même souligner toutes ces scènes incroyables, comme la scène de descente en rappel le long de l'immeuble, ou la scène finale dans laquelle il est traîné au sol par un avion, et puis il est suspendu dans le vide à très haute altitude. Et ça, c'est 30 ans avant Mission Impossible Rogue Nation, et 40 ans avant Mission Impossible The Final Reckoning. Yong-Kwai Kor-Eun nous signe ici son 4e film en tant que réalisateur. Ses débuts derrière la caméra ont su marquer les esprits à leur manière, hein, comme avec les films Karate Tiger, Le Tigre Rouge ou Le Sens du Devoir 2, Yes Madame, que personnellement j'ai bien aimé. Cette fois, il nous réalise un film beaucoup plus sombre et violent que les précédents. Hein. Les thèmes sous-jacents comme la corruption et la justice, ils sont traités de manière beaucoup plus personnelle, tout en gardant une bonne dose d'action et de rebondissement scénaristique. Hein. On retrouve aussi toujours sa petite patte originale, hein, avec quelques petites scènes comiques en première partie. Ces scènes d'ailleurs qui sont très bien amenées, hein, puisque elles mettent en avant des rôles qui sont plutôt en second plan, et ça rend alors certaines scènes dramatiques encore plus percutantes. Pour ce qui est de l'image, on reste sur une réalisation classique de polar. On va voir des parkings, des immeubles, des commissariats, des ruelles, le tout filmé de manière très dynamique. Hein. Il n'y a pas de temps mort. Le tout s'enchaîne très très vite. Donc, dans ce film, vous n'allez pas voir, par exemple, de plans esthétiques comme, par exemple, la pluie qui s'abat doucement sur les toits de maisons ou d'immeubles. Non, non. Même si Yong-Kwai Kor-Eun se permet quelques petits plans artistiques de temps à autre, et ça c'est pas mal. Et aussi d'ailleurs, en fonction de la version regardée, vous y verrez des séquences plus posées, qui donnent plus de force, plus de cachet à certains personnages, et vraiment qui donnent une certaine force supplémentaire au film. A noter que Yong-Kwai Kor-Eun, en plus d'être derrière la caméra, s'offre le rôle d'œuf pourri, Joe Stone en VF, donc l'équipier benet de Cindy Jones, Cynthia Rothrock, un rôle de second plan brillamment mis à contribution. Si vous ne connaissez pas Cynthia Rothrock, vous allez apprendre à la connaître. Multiple championne du monde de taekwondo dans les années 80, elle se passionne pour les films d'action et décroche son premier rôle dans le long métrage de Kor-Eun, Le Sens du Devoir 2, Yes Madame, dont elle partage d'ailleurs l'affiche avec une autre grande tête du cinéma hongkongais, Michelle Yeoh. À l'époque, les deux femmes sont totalement inconnues, hein, et ce film les propulsera d'ailleurs sur le devant de la scène. Nous la retrouvons donc ici à nouveau dans le rôle d'une inspectrice de police au tempérament bien trempé, hein, mais ici son rôle est tout de même bien mieux écrit, hein, plus nuancé, tiraillé entre son statut de défenseur de la loi et son envie de passer à l'acte face aux malfrats, face aux malversations qu'elle voit. Bien évidemment, les fans de films d'action ne vont pas trop s'attarder, hein, sur la qualité de son jeu d'actrice, mais bien sur sa prestation martiale. Prestation de très grande qualité, hein, d'ailleurs, avec des scènes de combat spectaculaires. On retiendra en particulier son face-à-face explosif avec Yoon Biao. Petite anecdote au passage, hein, initialement, Cynthia Rothrock ne devait pas jouer dans ce film. Elle devait être l'ennemie de Jackie Chan dans le film Mr. Dynamite. Mais, vous le savez sûrement, c'est dans cette production que Jackie Chan a eu son plus grave accident de tournage, hein, et son hospitalisation a duré plus de 6 mois. Donc,
pour des raisons de planning, il a été décidé de déplacer Cynthia Rothrock sur Une flic de choc, et grand bien lui fasse. Dans ce casting, nous avons aussi la présence de Wong Jin-seng, Melvin Wong, qui est aussi une très grosse pointure du cinéma hongkongais, hein, incarnant le commissaire Wong Jing-wai. Sa performance scénique et son charisme en font un personnage clé. Son rôle lui va comme un gant, et de rebondissement en rebondissement, voir son personnage de grand méchant évoluer au milieu des deux autres protagonistes, c'est un vrai plaisir. De plus, son face-à-face final avec Yuan Biao est vraiment excellent. N'oublions pas le jeune Siu Wong-fan, seulement âgé de 13 ans lors de la sortie du film, et qui nous offre une prestation de second rôle vraiment bluffante, hein. D'ailleurs, on retrouvera notre jeune acteur, hein, des années plus tard dans d'autres films, dans d'autres productions d'arts martiaux, notamment les 2 premiers épisodes de Ip Man de Wilson Yip et Kung Fu Killer, Kung Fu Jungle de Teddy Chan. Pour finir, il est important de souligner la présence des acteurs Peter Cunningham et Karen Shepard au casting, hein, qui sont de grandes personnalités du monde des arts martiaux, hein, car même s'ils n'ont que des rôles d'hommes de main, de tueurs à gages dans le scénario, hein, ils ont tout de même chacun une scène d'action absolument mémorable. La scène de Peter Cunningham face à Yuan Biao dans son appartement nous montre de la technicité et de la puissance dans les coups, tandis que Cynthia Rothrock et Karen Shepard nous offrent de la souplesse, de l'acrobatie, de la voltige pour leur combat dans le parking. Alors, scène qui n'a d'ailleurs apparemment pas été de tout repos à filmer, hein, puisque en plus d'être rivales dans le film, hein, Cynthia Rothrock et Karen Shepard étaient aussi des rivales régulièrement dans des compétitions officielles. Voilà, nous avons fait un petit peu le tour de tout ce qui est développement scénaristique, développement technique. Vous devriez avoir suffisamment de contenu pour que cela attise votre curiosité. Néanmoins, si vous avez été un petit peu attentif durant cette vidéo, il y a une phrase qui est revenue régulièrement et qui a dû vous interpeller. Mais pourquoi est-ce qu'il dit régulièrement en fonction de la version regardée, que ce soit la VHS, le DVD ou le Blu-ray, c'est toujours le même film, non? Eh bien, oui et non, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe souvent des versions Director's Cut de vos films préférés, et dans le cinéma hongkongais, eh bien c'est encore un petit peu différent comme ici. Une flic de choc, Writing Wong, est sortie en 86 à Hong Kong, et lors de son avant-première, le public a été peu réceptif quant à la fin proposée par Corey Yuen, et donc il a été décidé de rappeler en urgence les acteurs et de tourner une nouvelle fin pour la distribution chinoise et internationale. Il est d'ailleurs intéressant de noter que bien souvent, le montage aussi en lui-même est aussi modifié entre le marché chinois et le marché hongkongais, et c'est bien le cas pour ce Une flic de choc Writing Wong. Et c'est pour ça que je vous propose qu'on décortique ensemble les 3 supports que je vous ai énoncés au début de cette vidéo, en partant bien évidemment du plus ancien au plus récent. Et on commence avec la VHS sortie en 1992 chez René Château. Alors, vous vous en doutez, dans cette version française, hein, il n'y a pas d'option pour avoir la version originale, pas de sous-titres, juste le film avec son doublage en français de l'époque et son format 4/3. Par contre, ce que vous ne savez sûrement pas, c'est que ce métrage contient la version chinoise internationale avec la nouvelle fin, et surtout que son montage français a été complètement charcuté à la machette. Ah, commissaire, le type qui a fait ça est un maniaque. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Passant d'un film de 1h40 à 1h12, on a plus de 25 minutes de pellicule supprimée. Il en devient presque un moyen métrage. De plus, on notera un léger remaniement du scénario, hein, dans les dialogues dans la version française, hein. En version originale, Jason est un procureur qui décide d'agir dans l'ombre pour faire justice, tandis que dans la version française, hein, Jason est un avocat et il décide de quitter le barreau pour devenir justicier, entre guillemets. Et cette nuance va avoir toute son importance, vous le verrez dans ce que je vous dirai après. Allez, dernier petit couac aussi pour cette version française, la scène finale du film n'a simplement pas été doublée en français. Alors peut-être que la piste audio a été oubliée lors du montage, hein, mais c'est quand même assez gênant pour la compréhension de la scène finale, pour la compréhension de la conclusion. Bien, passons maintenant à la version DVD de 2010. Donc, édité chez Metropolitan Film Export, ce support contient, comme indiqué sur le bandeau détachable sur la boîte, 2 versions du film. Effectivement, c'est notifié juste en dessous, il y a la version française de 1992 et la version d'origine intégrale. Alors,
Dans la logique des choses, moi j'aurais envie de me dire que la version d'origine intégrale correspond au montage chinois et international avec la nouvelle fin, puisque c'est ce que nous avons dans la version française. Eh bien, figurez-vous que non. La version originale intégrale, ici, correspond à la version d'origine sortie à Hong Kong, donc avec la fin différente de celle présente dans la version française. Ce qui peut paraître perturbant, mais n'est absolument pas dénué de sens au final. De mon côté, j'apprécie le travail de restauration de l'image qui a été réalisé pour cette version hongkongaise, ainsi que le format original, le format cartonné de ce support, avec sa direction artistique que je trouve vraiment très sympa, très chouette. Finissons d'examiner les différents supports avec l'édition Blu-ray de chez Le Chat qui Fume. Alors, ici nous sommes gâtés avec pas moins de 3 versions. Voilà, 3 versions du film, 3 my lord. 3 versions du film à l'intérieur. La version française, la version hongkongaise et la version longue pour la Chine et l'international. Donc pour ces 2 dernières versions, donc hongkongaise et la Chine internationale, bah ma foi, il n'y a pas grand chose à dire, hein. L'éditeur a fait du très bon travail et nous offre la possibilité de les visionner l'un comme l'autre dans une haute définition en 1920 par 1080. Et ça déjà c'est vraiment une excellente nouvelle. Pour la version française, c'est un peu plus curieux. L'éditeur a décidé de basculer le doublage français sur l'un des montages originaux, intégrant ainsi les scènes manquantes de l'époque avec les sous-titres. C'est-à-dire on a rajouté les doublages à l'intérieur du film original, les doublages français à l'intérieur du film. Bah, en soi, l'idée est bonne, mais l'intégration n'a pas été faite dans la version internationale, dans la version chinoise, mais sur la version hongkongaise. Ce qui fait, si vous avez réussi à suivre la vidéo jusqu'à maintenant, eh bien que la fin du film est différente dans cette version française, puisque on a utilisé la fin hongkongaise. Et donc, ben, vous allez me dire, comment la fin du film a été doublée, puisque elle est différente de la fin originale. Ben, elle n'a pas été doublée, elle a été modifiée, elle a été changée, ils ont remplacé la fin par la fin hongkongaise, donc sous-titrée. De plus, avoir choisi cette version, la version hongkongaise, eh bien ça entraîne, comme je le disais un peu plus en amont dans la vidéo, ça entraîne des petites incohérences au niveau scénaristique. Et oui, parce que dans la version française, eh bien les dialogues ont été légèrement modifiés, hein. Je vous le disais un peu plus tôt, Jason Chan est un avocat qui décide de quitter le barreau pour pratiquer ses activités de justicier. Or, il se trouve que, spécifiquement dans le montage hongkongais, une scène nous montre Jason qui retourne plaider contre des malfrats après son combat mémorable face à Cindy. Alors scène par ailleurs très intéressante, puisqu'on y voit Cindy entrer dans la salle d'audience, tenter d'arrêter Jason et être obligée d'en sortir, bredouille, après que le juge ait couvert notre héros. C'est d'ailleurs l'élément déclencheur qui va entraîner la fureur de Cindy face à Jason. C'est une scène vraiment très intéressante. Comment cette erreur scénaristique a-t-elle bien pu arriver? Eh bien simplement parce que cette scène du tribunal n'a pas été intégrée dans le montage de la version chinoise et internationale. Et la raison paraît plus ou moins évidente, hein, puisque clairement le sujet sous-jacent de cette scène, c'est de mettre à défaut le système colonialiste judiciaire anglais, et donc à l'international, elle aurait sûrement été mal vue. Petit bémol personnel pour finir avec cette édition Blu-ray, eh bien je trouve le packaging plutôt moyen. Hormis l'illustration de Tony Stella qui est vraiment superbe sur la face avant du fourreau, je trouve le reste de l'objet vraiment très moyen, et d'ailleurs ça dénature totalement le travail de Tony Stella, hein. Le reste manque totalement de cohérence. Donc je trouve ce packaging vraiment bof. C'est dommage, hein, parce que au final, l'objet en lui-même est extrêmement complet. Pour résumer, la version française est à éviter, et les 2 autres versions ont chacune un montage et une fin qui rend leur visionnage très différent. La version hongkongaise, avec sa critique du système judiciaire occidental très présente et sa fin dramatique, diffère totalement de la version chinoise internationale, qui ne possède pas cette critique, d'ailleurs, elle ne possède pas cette critique du système judiciaire colonialiste, mais en contrepartie, elle possède de nombreux autres plans, elle possède des plans supplémentaires sur certains personnages secondaires qui rend les événements du film, notamment les événements dramatiques, beaucoup plus poignants. En conclusion,
La découverte de ce Une flic de choc Writing Wrongs a été pour moi une très bonne surprise, hein, aussi bien lors du premier que du second visionnage, car oui, j'ai regardé les deux versions et ma préférence, je dirais que ma préférence va légèrement vers la version chinoise, avec ces quelques minutes de film supplémentaires, mais surtout ces plans intimes, ces plans intelligents bonus qui mettent en avant des seconds plans et qui rendent certaines séquences bien plus poignantes. Toujours est-il que nous avons ici un film d'action efficace, peu importe la version, avec des séquences de combat et des cascades mémorables, des acteurs qu'on sent vraiment très impliqués, et un scénario certes classique, hein, mais quand même qui contient pas mal de bonnes surprises. C'était un vrai régal de le regarder, et je pense que je peux dire sans trop m'avancer que c'est pour moi l'un des meilleurs films de Yonkwai Korewan. Et c'est ici que notre vidéo se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ce format vous a plu. Moi j'ai énormément apprécié vous parler de cinéma hongkongais. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce style, de ce sujet, hein, de cinéma, entre parenthèses, entre cinéma plus général, pas forcément hongkongais. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur YouTube, ou sinon, à très vite, je vous dis à très vite sur des lives Twitch. Allez, je vous remercie pour le visionnage, bye bye les rageux, ciao!